de retour sur RTI 1, dernière ligne droite de cette émission. On parlera aujourd'hui, vous le savez, on vous l'a annoncé depuis le début de cette matinale, on parlera de vivre aujourd'hui avec le VIH-Sida. Nos invités sont installés, Marco les a présentés tantôt. Je vous invite à suivre cet élément qui va expliquer un tant soit peu la problématique du jour et on se retrouve tout de suite après pour des développements beaucoup plus appuyés. Les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, selon moi, c'est beaucoup amélioré par rapport au passé. Aujourd'hui, les gens n'ont plus trop cette crainte-là d'afficher qu'ils sont séropositifs. Et donc, je pense qu'il y a quand même de l'amélioration. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont des conditions de vie vraiment très difficiles, il faut le dire. Au départ, les gens étaient marginalisés, mais je pense qu'aujourd'hui, au moins tout le monde sait que c'est pas scandaleux. On peut vivre avec ces personnes sans problème. Très souvent, dans nos sociétés, ces personnes-là sont marginalisées et puis laissées pour compte. Donc je pense que c'est difficile. Autrefois, quand le virus du sida avait été découvert, les malades n'avaient seulement que quelques années devant eux. Aujourd'hui, vivre plus longtemps avec le virus dans le corps est devenu chose courante. Et ce, parce qu'il existe des médicaments pour lutter contre la maladie. Aussi, la stigmatisation à laquelle faisaient face les malades s'est considérablement vue baisser. Les avantages de la gratuité du traitement du VIH a permis aux personnes de faire les tests sans inquiétude, sachant qu'avec le traitement, ils peuvent vivre aussi de longues années. Ça a permis vraiment d'aider les gens. Parce qu'au départ, on nous faisait croire que c'était excessivement cher et qu'on ne pouvait pas avoir les produits. Mais aujourd'hui, grâce à l'État de Côte d'Ivoire qui fait beaucoup d'efforts pour ces personnes-là, il faut dire qu'ils arrivent à avoir accès à ces produits. Avec les produits antirétroviraux, on a des personnes qui peuvent vivre plus longtemps avec le sida. En Côte d'Ivoire, le traitement contre le VIH est disponible pour tous. De la femme enceinte à l'adulte, en passant par le traitement pédiatrique pour les enfants, chaque personne contaminée peut avoir accès à des soins gratuits. Ces médicaments agissent extrêmement bien chez les femmes enceintes, protégeant ainsi leur futur bébé de l'infection. Plus tôt le dépistage est fait, moins on s'expose à l'infection du VIH et en plus, on peut se soigner parce que les ARV sont gratuits dans tout le pays. Outre la gratuité des traitements, l'évolution des mentalités fait aussi reculer la maladie. Les campagnes d'information sur la maladie ont contribué à changer le regard que portait la société sur les personnes atteintes du VIH. Elles ne sont plus considérées comme des parias ou des pestiférés. Elles sont de plus en plus intégrées. Plusieurs structures et organisations aident aussi les malades à s'insérer ou à se réinsérer dans le milieu professionnel, leur permettant d'avoir des revenus, les aidant à faire face à leurs charges et à celles de leur famille. La prise en charge des personnes infectées a fortement aidé à faire baisser les dépenses allouées à leurs soins de santé qui étaient onéreux, auxquels ils ne pouvaient souvent pas faire face. Concernant le financement du VIH venant de l'étranger, pour moi, l'État doit déjà faire encore plus d'efforts par rapport à ce qu'il fait déjà. C'est vrai qu'il y a la gratuité, mais je pense que cela peut être encore amélioré. Il faut que maintenant chacun de nous puisse se mettre en tête que c'est une affaire de tout le monde. Chacun doit apporter sa contribution pour aider les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Nous tous, nous devons apporter notre contribution. On ne peut pas toujours attendre du voisin pour pouvoir se soigner. Il est clair que l'accessibilité et la gratuité des ARV ont fortement contribué à l'amélioration de vie des malades grâce à l'appui surtout des financements nationaux ou internationaux. Mais est-ce à dire que sans ces financements, qu'il ne serait pas possible à toute personne infectée de se prendre en charge quels que soient ses revenus? Vivement que les avancées médicales se poursuivent pour un jour permettre aux personnes vivant avec le VIH de ne pas s'inquiéter et pouvoir s'approvisionner toujours à moindre coût dans les rayons des pharmacies publiques et privées de Côte d'Ivoire. Voilà, vous connaissez le feeling. On a déjà commencé la discussion sur le plateau. Tout ça pour bien pouvoir vous expliquer. Donc, à ma droite, donc à votre gauche, nous avons Dr Ouattara Djeneba, c'est cela, donc de l'instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et à ma gauche, donc à votre droite, quand vous regardez la télé, Dr Abo Kwame, directeur du programme national de lutte contre le sida. Deux personnes vraiment précieuses pour le sujet dont nous allons parler. Et bien sûr, vivre aujourd'hui avec le VIH. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut assurer sans embâche, sans risque de se tromper, qu'il est plus facile de vivre avec le VIH en 2017 qu'en 1997, lorsque le CISMA venait pour la première fois en Côte d'Ivoire? Je peux vous l'assurer avec certitude. Le sida, il y a quelques années, n'a plus la même image.
on avait des images de personnes vraiment dénutries qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, qui faisaient peur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une personne séropositive qui prend ses médicaments, mais elle a une espérance de vie régulièrement. Elle a une espérance de vie identique à toute personne. Voilà. Donc aujourd'hui, l'impact du sida, c'est amoindri et on vit normalement avec le virus, sans problème. Alors, docteur, elle vient de le dire, hein, une personne séropositive qui suit normalement son traitement a une espérance de vie identique à celle d'une personne qui ne serait pas infectée, mais en termes de qualité de vie de tous les jours, est-ce qu'il y a un impact de la maladie ou une personne infectée qui prend toujours son traitement convenablement vit tout à fait normalement comme une personne qui ne serait pas infectée? Oui, je crois que vous posez une question très importante. Quand nous disons qu'aujourd'hui, une personne infectée, quand elle est sous traitement, peut avoir une vie normale, il faut prendre la vie normale entre guillemets. Parce que vous n'êtes plus dans une situation où vous n'avez pas le sida. Et donc, le fait que vous vivez avec le sida vous met dans une situation particulière qui fait qu'il y a des contraintes. Parce que c'est un traitement que vous prenez à vie. Et ce traitement a aussi des effets qu'il faut gérer au cours de la vie. Donc, la vie, elle est normale. Vous vivez aussi longtemps que possible, mais il y a des contraintes. C'est pour ça que nous disons régulièrement que c'est vrai, avec tous les progrès qu'il y a, on n'a plus de raison d'avoir peur du sida. Mais ce n'est pas aussi une raison pour ne pas prendre des précautions, pour s'en prémunir, ne pas s'infecter. C'est pour ça que les deux vont ensemble. La prévention et le traitement. Effectivement. S'il y a une chose qui revient sans cesse depuis l'ouverture de cette magnifique conférence, c'est qu'aujourd'hui, le sida ne fait plus peur. Il y a 20 ans, c'était la véritable hantise. Aujourd'hui, grâce à vos efforts, on va dire ça comme ça, hein, grâce à des structures, grâce aux partenaires, le sida est une maladie lambda. Alors, le côté psychologique, le volet psychologique, docteur, est très très important, voire déterminant. Tout à fait. Exactement, parce qu'avec le VIH, le volet psychologique doit être pris en compte. Et ça vous accompagne dans tous les aspects. Parce qu'il faut vivre avec. Vous vivez avec, ça vous met dans une situation où vos entourages, vous devez les gérer. Parce qu'en fonction de la réaction de l'entourage, ça dicte aussi votre comportement. Des autres. Exactement, ça dicte aussi votre comportement. Ce qui fait qu'en fonction du regard des autres, les personnes, des fois, soit sont à l'aise à dire que je suis infecté, à vivre avec, d'autres sont obligés de se cacher. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est une charge émotionnelle, psychologique de très grande amplitude qu'il faut prendre en compte avec le VIH. Aujourd'hui, on parle énormément de dépistage. On incite les personnes qui ne connaîtraient pas leur statut à se faire dépister afin, éventuellement, en cas de positivité, on va dire ça comme ça, de se faire traiter. Alors, est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si la majorité des cas dépistés de VIH-Sida l'ont été faits à la suite d'un dépistage volontaire ou est-ce que c'est parce que la personne avait un petit malaise qui se rend à l'hôpital pour on va dire un contrôle et que la maladie est dépistée? Est-ce que les gens vont toujours volontairement se faire dépister? Effectivement, ce que je peux dire, c'est que quand on regarde la situation aujourd'hui, comparée il y a 10 ans, 15 ans, la situation a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les gens viennent au dépistage de façon plus spontanée. Et les gens viennent au dépistage sans attendre d'être malades, de plus en plus. Ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est justement pour ça qu'on avait ces images de personnes chétives, malades, grabataires. Mais de plus en plus, ça change. Mais nous disons que c'est encore timide. Au stade où nous sommes, ça devait être plus rapide. On devrait pouvoir le faire. La situation elle est particulièrement critique pour les hommes. Pour les femmes, ça va mieux. Les femmes, elles sont plus promptes à accepter le dépistage. Mais les hommes se font désirer et on les cherche. Se heurte un mur parfois. Exactement. Et on essaie de comprendre pourquoi les hommes ne viennent pas beaucoup au dépistage, pourquoi les hommes attendent la plupart du temps d'être malades pour venir. On essaie de comprendre pour pouvoir développer des activités et les inciter et pouvoir les rattraper. C'est-à-dire que quand je vous écoute, c'est-à-dire par rapport à une situation donnée, la lutte prend une autre forme pour combler. J'aime bien cet esprit-là. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Alors, docteur Ouattara, vous êtes de l'instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial. C'est-à-dire là où il y a l'argent, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dire que dans la lutte contre le sida, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et quelles sont les inclinaisons? Comment vous faites pour aider tel ou tel projet, pour appuyer telle ou telle initiative? Comment ça se fait? Parce que parfois, on entend des choses.
Oui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le VIH. Mais cet argent, c'est pour la prévention, c'est pour le traitement. Donc, auprès du Fonds mondial, nous mobilisons du financement et nous choisissons 2 récipiendaires principaux qui sont le Programme national de lutte contre le sida et puis une association nationale, en l'occurrence Alliance Côte d'Ivoire, qui vont mettre en œuvre les stratégies que nous avons définies ensemble. Donc, la partie nationale définit les stratégies et nous les accompagnons en mettant à leur disposition le financement nécessaire pour atteindre les objectifs. Donc, actuellement, nous sommes à 263 milliards depuis 2002 de mobilisés pour le VIH. 263 milliards CFA ou d'euros? CFA, en francs CFA, mobilisés pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais pour le VIH particulièrement, de 2014 à 2017, ce sont 44 milliards qui ont été octroyés pour le VIH-Sida. Alors, on va revenir au thème vivre aujourd'hui avec le sida pour ces personnes-là qui sont infectées. Alors, Marco le disait, la dimension psychologique a également... la dimension psychologique a également un véritable impact sur la qualité de vie du malade. On sait que dans les centres de santé, par exemple, le personnel est formé plus ou moins pour annoncer la maladie, pour déjà atténuer le choc que cette annonce-là pourrait faire. Aujourd'hui, on se rend compte que le dépistage est beaucoup plus rapide. Notamment, on parle de tests en pharmacie qu'on peut acheter qu'on ferait comme une goutte épaisse avec juste une goutte de sang, on pourrait avoir le résultat, etc. Est-ce que ça ne va pas poser problème? Est-ce parce qu'une personne qui ne s'attend pas à ce résultat, qui n'est pas forcément en face d'un agent de santé formé pour lui annoncer la nouvelle et qui apprend comme ça qu'il est séropositif, est-ce que ça ne risque pas de traumatiser? Est-ce que c'est finalement une bonne idée? Actuellement, les avis sont partagés, mais à ce stade, c'est un besoin. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on cherche les hommes pour les dépistages, on ne les trouve pas. Et quand on analyse, la situation est que si ces personnes, c'est parce qu'elles ne veulent pas venir, si elles ont la possibilité de pouvoir connaître leur statut elles-mêmes, ça va peut-être par la suite les inciter à venir. Mais toujours est-il que même avec la disponibilité du test de dépistage, où chacun peut acheter et faire son dépistage, je vous assure, avant d'aller acheter, les gens vont se préparer, vont réfléchir avant d'aller. C'est comme les autres tests. Prenons un test très simple, le test de la grossesse. Avant d'aller faire le test de la grossesse, c'est beaucoup de préparation soi-même avant d'aller faire le test. Donc c'est exactement la même chose. Et on essaie d'utiliser ce principe du test de la grossesse et pour promouvoir aussi ce test pour le VIH et permettre à tout le monde de connaître son statut. Vous faites votre test, vous connaissez, vous venez dans un centre, on confirme et on vous fait entrer dans le traitement. Alors, il y a une chose qui est très importante. Tout à l'heure, quand on parlait de fonds, d'argent, c'est très dans le thème parce que ça implique beaucoup de choses. Mais j'aimerais revenir sur certains axes. Les femmes. Le docteur a parlé des hommes qui sont un peu réticents parfois. Mais il y a plusieurs domaines qu'il faut toucher pour que l'on puisse vivre mieux avec le virus. Par exemple, les traditions qui sont très réticentes. La religion, la tradition, c'est aussi très important. Est-ce que vous mettez ça dans vos projets? Parler par exemple aux leaders d'opinion en matière de religion, en matière de tradition. Ce sont des personnes qui peuvent aider également quelqu'un de la communauté qui est une personne porteuse du virus du sida, non? Et pour appuyer ce que Marco dit, par exemple, pour parler de tradition, il y a le lévira qui existe encore dans certaines régions où lorsque le mari décède, ces femmes, s'il en avait plusieurs, sont attribuées aux frères aînés ou puînés. Et bien souvent, ce frère-là décède du sida, aucun test n'est fait, rien n'est fait et la maladie se transmet dans la famille. Ce sont des axes également qu'il faut... Est-ce que vous impliquez ça tant au niveau des finances et au niveau pratique sur le terrain? Parce que elle, c'est à vous qu'elle donne l'argent. Est-ce que l'argent qu'on vous donne, est-ce que c'est utilisé, on va dire ça comme ça, est-ce que vous pensez à tous ces axes-là? Ce qu'il faut dire, c'est que la réponse au VIH, elle est à la fois préventive et elle est aussi prise en charge. Et donc, tous les financements qui sont reçus, on essaie de couvrir tous les aspects qui permettent à la fois de faire la prévention et de prendre en charge ceux qui sont infectés. Donc, ces différents éléments que vous soulevez font partie des aspects que nous adressons avec les différents financements. Donc, effectivement, le lévira, elle est dite comme une des pratiques qui peut contribuer à propager le VIH.
Et puis vous avez d'autres aspects. Tout à l'heure, vous disiez, dans le VIH, il y a beaucoup d'argent. Effectivement, quand on attend les montants, on a l'impression tout de suite qu'il y a beaucoup d'argent. Mais derrière, non, c'est une impression parce que derrière, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Parce que si vous prenez seulement que la prise... demander encore plus. Voilà, quand vous prenez seulement que la prise en charge, le dépistage, il est gratuit. Les ARV sont gratuits. Le bilan biologique de suivi, il est gratuit. Deux fois, il faut appuyer les personnes vivant avec le VIH à développer des activités génératrices de revenus pour leur permettre d'avoir une certaine autonomie. Il faut les assister nutritionnellement. Il faut tout ça, ce montant que vous voyez. Et quand vous prenez seulement que le traitement, si aujourd'hui, quand on regarde, on a à peu près 217 000 personnes sous traitement antirétroviral en Côte d'Ivoire. L'année prochaine, il faut payer 217 000. Ça me paraît peu. Non, c'est pas peu. Sous traitement. Sous traitement antirétroviral. Sous traitement antirétroviral. Sur les 460 000 estimés vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Donc, si vous prenez à partir de cette année à l'année prochaine, il faut assurer le traitement pour ces 217 000 et ajouter les nouvelles personnes qu'on va dépister qui vont rentrer dans le traitement. Mais le président de la République a annoncé à l'entame de cette conférence qu'il y a 21 milliards qui vont accompagner la lutte. C'est une bonne nouvelle, normalement. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, mais il faut que cet engagement soit traduit dans les faits par la suite. Parce que si ça reste un engagement et qu'on n'aboutit pas à la traduction... Le président a parlé, ça va se... Ah oui, non, quand ça vient du président, vous convenez avec moi que ça va plus facilement et que les choses vont aller plus rapidement. En tout cas, on espère et on attrape ça dès demain. Très bien. Docteur, on va prendre un cas pratique, hein. Un homme et une femme qui vivent ensemble, et puis il y a l'un des partenaires qui est dépisté séropositif. Donc à la suite du test, l'autre partenaire est déclaré, on va dire, sain. Quelles sont les précautions à prendre dans ce couple-là? Est-ce que le port du préservatif sera obligatoire jusqu'à la fin de leur vie? Est-ce qu'ils peuvent avoir un enfant? Et comment ça se passe d'ailleurs pour avoir un enfant quand l'un des partenaires est infecté? La vie quotidienne, on va dire, il faut faire attention aux objets coupants, etc. Mais surtout au niveau des rapports sexuels, comment ça se passe? Quand vous êtes dans une situation de couple sérodiscordant, comme on dit habituellement, où un membre du couple est infecté et l'autre non, il y a des conditions particulières qu'il faut avoir. Actuellement, on parle de prévention combinée, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les précautions pour que la personne qui n'est pas infectée reste non infectée le plus longtemps possible. Donc, le préservatif doit faire partie des habitudes. Mais il arrive un moment où les personnes infectées, tout comme le membre du couple non infecté, a envie de procréer, c'est normal. Ça fait partie de la vie. L'OMS le dit, la santé, c'est un ensemble, c'est un complet. S'il y a quelque chose qui manque, vous n'êtes plus en bonne santé. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut prendre. Et donc, ce qu'on fait, c'est que la personne qui est sous traitement doit vraiment rester observant. C'est-à-dire doit correctement prendre son traitement. Ça met cette personne dans une situation d'être moins infectant possible. Ensuite, pour le membre non infectant, avec le médecin traitant, ils prennent des précautions pour la période planifiée pour les rapports. Donc, on peut mettre ce membre du couple non infectant sous antirétroviraux pendant une courte période et donc qui leur permet d'avoir des rapports. Cette mise sous antirétroviraux le protège d'une infection si jamais ce risque survient. Donc, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises pour encadrer la procréation dans un couple sérodiscordant. Et l'enfant à venir... Oui, et après, avec la maman qui est sous traitement, si jamais la grossesse survient, elle rentre automatiquement dans la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, puisque le traitement qu'elle prend protège en même temps l'enfant à venir. Ça, il faut une bonne dose de psychologie et puis de force de caractère, hein, très important. Alors, messieurs, dames, si on parlait un peu de la jeunesse, on sait que les jeunes, les yeux sont tournés vers les jeunes à l'occasion de ce séisme. On a constaté, moi, je me rappelle, il y a 20 ans, Mewé chantait Deaf Society. Les artistes, à l'époque, s'engageaient plus. Il y avait Mewé, Diza, David Taïro. Aujourd'hui, les artistes de la nouvelle génération ne s'impliquent pas trop dans les chants. Ils chantent dans la sensibilisation. Est-ce que, bon, j'ai envie de me faire le porte-parole, est-ce que ce ne serait pas un axe de financement pour que les jeunes, de plus en plus, les jeunes artistes, les jeunes people puissent emboîter la voie, emboîter le pas à leur dévancier d'il y a 20 ans? Est-ce que ce ne serait pas une piste à exploiter?
Oui, je pense que c'est une piste qui a déjà été exploitée. Nous avons eu la chanson de Fadaldé pour le paludisme. Oui, Fadaldé, c'est d'une autre génération quand même. Je veux dire, oui, Fadaldé lutte contre le sida depuis longtemps avec les Méoué. De nouveaux visages. Nous, on encourage cela. On encourage cela. Donc, on a financé certains artistes pour cela. Donc, ce n'est pas une porte fermée, c'est toujours ouvert. Et on sait que la musique est très écoutée et peut être une bonne voie qu'est-ce pour la doit faire sensibilisation. un jeune, par exemple, qui chante pour être éligible, par exemple, pour avoir des fonds? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? D'accord. Il doit voir le programme national de lutte contre le sida ou Alliance Côte d'Ivoire, parce que le financement est à leur disposition. Et nous autoriserons l'utilisation de ces financements pour financer les chansons. Alors, vous parlez toujours de la jeunesse. On sait que notre jeunesse est de plus en plus active sexuellement et tôt même d'ailleurs. Hein. De plus en plus tôt. De plus en plus tôt, ce qui est... Enfin, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, de plus en plus. Donc, il faut que la prévention, du moins la sensibilisation, soit faite encore plus vers les jeunes, on va dire. Alors, aujourd'hui, qui doit faire son test de dépistage? Est-ce que dès qu'on est actif sexuellement, il faut se sentir concerné et aller faire son test de dépistage? Est-ce qu'il y a un âge? Il n'y a pas un âge limité pour faire le test. Seulement que les directives nationales disent que pour pouvoir faire le test, à cause des implications dont nous sommes en train de parler, il faut avoir un certain âge qui vous permette de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et cet âge est fixé à 16 ans. Et donc avant 16 ans, la personne, le jeune homme qui veut ou la jeune fille qui veut faire son test doit être accompagné d'une grande personne, soit l'un des parents ou un tuteur. Donc c'est ce qui est disponible actuellement comme directive pour prendre en compte tout cet aspect environnemental et psychologique dont on discutait tout à l'heure. Parce que vous ne pouvez pas dépister un enfant de 5 ans qui ne comprend pas les implications et puis lui balancer le résultat, le laisser partir, pensant qu'il va revenir pour prendre le traitement. Il faut qu'il soit accompagné. Donc, et puis, il faut songer aussi au secret médical parce qu'il y a trop de fuites, il y a trop de choses qu'on entend. Parfois, ça relève du mythe, de la réalité. Il y a trop concernant les personnes, non, même les personnes lambda même. On a l'impression que dans le domaine médical, on ne veut accuser personne. Hein. Parfois, les langues sont un peu pendues par rapport au statut de tel ou tel. Et là, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut quand même des séminaires de sensibilisation ou revisiter le secret médical. Le statut est personnel, comme on dit, je ne sais pas si on peut dire ça, institut personnel, mais vraiment il faut revoir ça aussi. Tout à fait. Je crois que les directives nationales le disent. La politique nationale du dépistage le dit également. Le statut d'une personne qu'on a dépistée reste un secret entre la personne qui a fait le dépistage et celui qui s'est fait dépister. Vous ne pouvez pas annoncer son statut sans son avis. Et ce contexte, tenant compte de ce que vous venez de dire, la loi du 14 juillet 2014 portant donc prévention, protection et répression en matière de lutte contre le sida définit les conditions de partage du statut. Et donc, petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place pour encadrer ce fait, pour ne pas que les fuites d'informations liées au statut de quelqu'un puissent devenir ça peut une tuer, habitude. On connaît des gens qui n'avaient rien, mais à force dans le quartier de montrer ces personnes-là du doigt, ce n'est pas tout le monde qui a cette dose de psychologie, de force de caractère pour tenir. Hein. Donc vraiment, c'est très important aussi. À côté de la fuite d'information, on va dire complètement à contrario, quand on est en couple également et qu'on se fait dépister positif, il faut avoir le courage de le dire à son partenaire. Parce qu'il existe des couples où le monsieur ou la dame est dépisté, il ou elle est seul à savoir son statut, ne le communique pas à son partenaire et prend tout seul le traitement. Donc prendre seul le traitement et avoir des rapports comme ça non protégés avec une autre personne, déjà on peut l'infecter cette personne-là et puis on peut se réinfecter soi-même. Il faut toujours annoncer son statut à son partenaire. Tout à fait. Pour les couples, une fois que le dépistage est fait et que dans les discussions, la personne fait comprendre au personnel qu'il vit en couple, on l'accompagne, on le conseille, on l'encourage à partager son statut. Parce que l'autre membre du couple, son partenaire, reste une personne à haut risque à partir du moment cette personne qui est devant vous est infectée. Et l'une des stratégies que nous avons en place, c'est également de pouvoir emmener ces personnes à faire leur dépistage. Mais il faut que celui qui s'est dépisté puisse informer son partenaire que je fais mon dépistage. Okay. Et donc, il faut que toi aussi, tu te dépistes et qu'on regarde, qu'on voit la situation. Si tu es infecté, on se met sous traitement. Et mieux, c'est pour nous, pour notre famille, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et si jamais tu n'es pas infecté,
on sait quelles sont les dispositions qu'on doit prendre pour ne pas que tu t'infectes. Donc ça, c'est important, le partage d'informations dans le couple. Surtout la solidarité dans le couple qui peut aider à surmonter. Et là, ça rejoint encore ce à quoi je tiens, la psychologie. On va parler des finances concrètement. Les Ivoiriens veulent savoir, lorsque vous donnez de l'argent, on va dire ça de façon simple comme ça, au programme national de l'EUT ou Alliance, quels sont les moyens de contrôle pour interpeller, pour guider? Comment ça se passe concrètement? OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instance de coordination nationale, c'est une association nationale. Le Fonds mondial n'est pas dans le pays. Donc, il entre dans le pays à partir de l'instance de coordination nationale que nous sommes, que regroupons plusieurs secteurs d'activité. Nous avons le secteur public, les ministères, le secteur privé, les partenaires techniques également qui sont aux membres du CCM, mais également la société civile. Et dans la société civile, il y a des religieux, des prêtres, des imams qui sont aux membres du CCM, mais il y a aussi des professionnels du sexe, il y a aussi des hommes vivants, des hommes ayant des relations avec des hommes, et également des structures de la société civile. Donc, ceux-là ont pour mission de faire en sorte que ce qu'on met à disposition de la population puisse vraiment arriver au sein de la population, puisqu'ils sont nos oreilles et nos yeux au sein de la population. Donc, le CCM a pour mission de mobiliser, mais également de suivre les subventions qui sont mises en œuvre. Comment? Nous faisons des assemblées générales régulières de suivi de programmes. Donc, on regarde qu'est-ce qui a été mis en place, est-ce que les objectifs sont atteints, et on fait également des visites de sites sur l'ensemble du pays pour voir si effectivement ce qu'on a décidé est en train d'être mené. Et généralement, vous avez eu de mauvaises surprises, mais jusque-là, tout va bien? Dites-nous tout. Non, on a eu quelques petites surprises désagréables, mais dans l'ensemble, c'est bon, puisqu'ils sont évalués, ils ont des notes. Les notes vont de A à C. Quand on est dans le C, c'est qu'on est au rouge, c'est une mauvaise gestion. On n'a pas de structure dans le C. On est dans le A et même au minimum B1. Donc le Fonds mondial est satisfait. Et le Fonds mondial contrôle également avec une agence locale du Fonds, un cabinet d'audit qui vient contrôler tous les décaissements qui sont faits. Donc, ils sont très suivis et par le Fonds mondial et par l'instance de coordination nationale. On est rassurés. Merci beaucoup, docteur. Merci. On rappelle que nos invités étaient docteur Djeneba Ouattara. Merci pour vos explications claires. Et le docteur Abou Kwame, merci également pour vos lumières sur ce thème-là. On retiendra donc qu'on peut vivre et on vit même normalement avec le VIH-Sida à condition de prendre son traitement de façon régulière. Voilà, donc on ne va plus avoir peur de la maladie, on ne va plus avoir peur des malades du VIH-Sida. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre matinale. La réalisation était signée Christelle Akoussa, la rédaction en chef Kadi Fadiga. On se retrouve demain, même heure, même antenne, même plaisir.